C'est une aventure scientifique, c'est aussi une aventure humaine. Deux astronomes français sont chargés de déterminer l'unité de longueur qui s'imposera à toutes les nations du monde. Pris dans les remous de la guerre et de la Révolution française, ils vont mettre 7 années à accomplir leur mission. Des adversaires puissants intriguent contre eux. Ils risquent d'y laisser leur tête ou la raison. Mais Delambre et Méchain trouveront le maître pour mesurer le monde. « 1998. La NASA envoie une sonde sur Mars pour savoir s'il y a de l'eau sur la planète rouge. À l'approche de Mars, la sonde est censée ralentir. Mais soudain, la NASA perd le contact. L'enquête révélera que les programmeurs ont utilisé un autre système d'unité de mesure que celui spécifié par la NASA. Il aura suffi qu'une longueur soit mesurée en pouces et non en mètres pour que la sonde continue sa folle course dans l'atmosphère de Mars et se désagrège. Le combat pour un système universel de poids et mesures a commencé sous la Révolution française. 1792, la monarchie constitutionnelle vit ses dernières heures. Les privilèges des nobles ont été abolis. Parmi eux figurait le droit de chaque seigneur de fixer ses propres mesures dans son fief. En juin 1792, l'Académie des sciences charge 2 astronomes de déterminer la longueur de la nouvelle unité universelle, qui sera le mètre. Pierre Méchain passe pour une bête de travail. C'est un esprit méticuleux et même tatillon. L'homme idéal pour une entreprise aussi ambitieuse. Jean-Baptiste Delambre est plus jeune. Il vient tout juste d'entrer à l'Académie des sciences. Tous deux vont mesurer l'arc du méridien terrestre de Dunkerque à Barcelone. Delambre effectuera les visées de Dunkerque au Massif central, tandis que Méchain se chargera de la partie méridionale. Il partira de Barcelone, franchira les Pyrénées et rejoindra Delambre à Rodez. Ni l'un ni l'autre n'imagine dans quelle aventure ils se lancent. Leur mission est la plus importante jamais confiée à un savant, leur dit Lavoisier. Sous l'Ancien Régime, les unités de mesure varient d'une ville à l'autre et même d'une corporation à l'autre. Le pied, la coudée, le pas, la brasse, la toise, on ne compte pas moins de 250 000 unités différentes. Le peuple réclame que cesse l'injustice des poids et mesures. La France a besoin d'harmonisation et le système métrique sera un moyen d'unifier la nation. La diversité des unités rendait le commerce très difficile. Les commerçants avaient beau jeu d'escroquer les étrangers. Ça posait aussi des problèmes administratifs. Comment taxer la terre, par exemple, quand les surfaces sont exprimées dans une multitude d'unités locales? Enfin, c'était un obstacle au développement des sciences. Les savants n'étaient jamais sûrs des mesures communiquées par leurs confrères qui vivaient dans d'autres villes.
L'Assemblée nationale charge donc l'Académie des sciences d'élaborer un nouveau système de poids et mesures. Une commission constituée des plus grands savants de l'époque est formée. Parmi eux figurent Borda, Condorcet, Laplace et Monge. Toutes les mesures de longueur, de superficie, de volume et de poids devront reposer sur une même unité de base qui sera le mètre. Reste à le définir. Pour le député Claude-Antoine Prieur, dit Prieur de la Côte d'Or, le plus simple est d'étendre l'unité parisienne au reste de la France. Mais les savants s'y refusent. Ils veulent une unité ayant un caractère universel qui ne puisse être remise en question par aucun peuple à aucune époque. Une solution consiste à baser la définition du mètre sur la circonférence de la Terre. Prieur de la Côte d'Or est furieux. Les savants tombent d'accord pour définir le mètre comme égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Pour déterminer sa longueur exacte, il confie à Méchain et Delambre le soin de mesurer un arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone. Méchain se dirige vers le sud sans encombre. Il a informé ses confrères espagnols de son arrivée prochaine et il bénéficie même du soutien de la couronne d'Espagne. Il atteint la Méditerranée en une semaine. De là, il poursuit sa route vers Barcelone. La traversée des Pyrénées est périlleuse. Il n'existe aucune carte de la région et les brigands sont nombreux dans les montagnes. L'équipe de Méchain ne pourra se déplacer sur le sol espagnol que sous l'escorte de l'armée. Méchain finit par atteindre le point de départ de sa mission au nord de Barcelone. De là, il va revenir sur ses pas. Il doit trouver des points remarquables, sommets, clochers ou tours, pour effectuer ses mesures. Le lieutenant de la marine, José González, qui pratique la navigation astronomique, s'intéresse de près aux travaux de Méchain et à son équipement. Méchain dispose notamment de ballons blancs qu'il a fait fabriquer à Barcelone. Il les placera au sommet des montagnes pour en faire des repères bien visibles. Son équipement chargé sur des ânes et des mules, Méchain prend le départ. Entre Barcelone et la frontière française, il va s'aventurer sur un territoire vierge de toute mesure géodésique. Il devra gravir de nombreux sommets. La route sera longue et difficile. De son côté, Delambre est en reconnaissance aux alentours de Paris. L'automne 1792 est gris et brumeux. Delambre grimpe à tous les clochers de la région pour trouver les meilleures stations de mesure. Depuis 3 semaines, il monte quotidiennement au sommet de la tour de Saint-Martin-du-Tertre. Il attend patiemment une vue dégagée pour viser le repère qu'il a pris dans Paris, à une trentaine de kilomètres de là. Lorsque le brouillard se lève enfin, il sort le cercle répétiteur. Ce tout nouvel instrument a été inventé par le chevalier de Borda, marin et membre de l'Académie des sciences.
Fabriqué par le grand ingénieur Étienne Lenoir, il donne la mesure des angles à la seconde près. La répétition des mesures augmente considérablement la précision par rapport aux autres instruments. La précision, à l'époque, on l'estimait à la seconde de degré. Les instruments antérieurs, c'était 10, 15 ou 20 secondes. C'est-à-dire qu'on a divisé par un facteur 10, peut-être même plus, par rapport aux instruments précédents. Les premiers résultats de Delambre sont très encourageants. Pour mesurer la méridienne, Delambre et Méchain utilisent la méthode de la triangulation, mise au point un siècle plus tôt par le néerlandais Snellius. Cette méthode consiste à construire une succession de triangles reliant entre eux des points remarquables, clochers ou tours, puis à mesurer les angles de ces triangles. Il suffit ensuite de connaître la base d'un seul triangle pour en déduire la longueur du méridien. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours. Par exemple, sur le chantier du Grand Tunnel du Saint-Gothard, en Suisse. À l'aide d'un GPS, on détermine des points de référence. Mais les signaux satellites ne passent pas sous terre. On emploie donc la bonne vieille méthode de la triangulation. Aujourd'hui, ce sont des robots qui effectuent les visées pour éviter toute erreur humaine. Après des années de travaux, le gros tunnelier perce les tout derniers mètres d'un tronçon. Pour les géomètres, c'est l'heure de vérité. Incroyable. L'écart entre les deux galeries est inférieur à 1 cm. C'est un record. « 1300 mètres plus haut se trouve un barrage et un lac de retenue. Les géologues chargés du percement du tunnel ne peuvent pas se permettre la moindre erreur. Le géomètre en chef du chantier du Saint-Gothard inspecte en personne le barrage. Un système de veille mesure tous les jours la position de la montagne. Grâce à un rayon laser qui vise des prismes sur la montagne, il enregistre les mouvements les plus infimes. Et effectivement, depuis le début du chantier, la montagne a bougé. L'incidence des travaux sur la montagne est négligeable. Les différences sont de l'ordre de 1,5 cm en largeur et de 2 ou 3 cm en hauteur. On s'inquiéterait si la différence était de l'ordre de 5 ou 10 cm. Ici, précisément, le danger est déjà passé. On a presque terminé les travaux de percement. Le drainage de la galerie du tunnel a modifié la pression de la roche, mais tout semble sous contrôle. Le percement du Saint-Gothard est une prouesse technique rendue possible par l'extrême précision des mesures. Automne 1792.
Sous l'escorte des soldats espagnols, Méchain s'engage dans les Pyrénées. Il commence ses travaux dans le massif du Montserrat, au nord-ouest de Barcelone. Son équipe grimpe sur les sommets et y installe des repères de triangulation à 40 ou 50 km de distance. Ces premières stations de mesure doivent être visibles de loin. Méchain compte placer tous ses repères jusqu'à la frontière française avant de faire ses visées. Le travail est épuisant. L'équipe grimpe souvent durant des heures pour découvrir une fois en haut que la vue n'est pas assez dégagée. En septembre, les hommes approchent enfin de la frontière française. Des pluies torrentielles inondent les vallées et des chutes de neige ont rendu les sommets impraticables. Méchain est contraint de revenir à Barcelone. Sur le chemin du retour, il commence ses mesures. Pendant qu'au sud, Méchain fait sa triangulation, au nord, la situation politique se dégrade. Le 10 août 1792, Louis XVI, monarque constitutionnel depuis 1789, est renversé. Les forces contre-révolutionnaires conduites par la Prusse et l'Autriche entrent en France. Lorsque Verdun, place forte réputée imprenable, capitule, la route de Paris est ouverte. 80 000 Prussiens s'y engagent. Delambre est alors à moins de 50 km du front. Il veut terminer ses mesures avant que les Prussiens n'envahissent le territoire. Arrêté à un barrage, il explique qu'il est en mission pour l'Académie des sciences. Mais il se heurte à l'incompréhension et à l'hostilité des gardes nationaux. Ces instruments bizarres éveillent leurs soupçons. Et s'ils étaient destinés à l'ennemi? Delambre présente ses lettres de créance frappées du sceau royal. Mal lui en prend. Les gardes ignares le prennent pour un contre-révolutionnaire. Delambre a beau s'expliquer, on ne le croit pas. Il faudra attendre l'arrivée du maire pour que la situation s'éclaircisse et que Delambre puisse continuer sa route. Il a échappé au pire. C'est la révolution qui permet de réviser les lois et de changer le système des poids et mesures. Mais paradoxalement, dans cette période de trouble, elle rend presque impossible le fait de voyager de ville en ville avec des instruments scientifiques, de grimper en haut des clochers, de faire des visées et d'effectuer toutes ces mesures complexes. À Paris, la chute de la monarchie se fait dans le sang. Le peuple réclame la tête du roi que la Convention nationale condamne à mort. Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. L'Espagne et l'Angleterre vont bientôt se joindre aux autres monarchies européennes déjà en guerre contre la France révolutionnaire.
Pour l'instant, Méchain n'est pas encore touché par les remous politiques. Il grimpe toutes les nuits au sommet du fort de Montjuïc, surplombant Barcelone, pour déterminer la latitude de la ville qui se déduit de l'observation des étoiles. Méchain et Tranchot, son assistant, vont effectuer plus d'1 millier de visées. Ils en ont presque fini lorsque les troupes françaises pénètrent en Espagne. Des premiers combats ont lieu en Catalogne. La monarchie espagnole est prête à tout pour éviter la contagion révolutionnaire. Des centaines de prisonniers de guerre français sont incarcérés au fort de Montjuïc, alors que Méchain y effectue encore ses mesures. Après la déclaration de guerre, les ressortissants français ont été expulsés d'Espagne. Méchain a été l'un des rares épargnés. Mais l'autorité militaire finit par lui interdire l'accès au fort et lui défend d'envoyer ses résultats à Paris. Toutefois, il reste libre de continuer ses travaux dans les Pyrénées à l'été suivant. À Paris, Prieur de la Côte d'Or devient l'un des hommes les plus puissants du nouveau régime. Aux côtés de Robespierre et Saint-Just, il siège au comité de salut public qui exerce la terreur. L'Académie des sciences est supprimée cette année-là. Prieur de la Côte d'Or n'a pas oublié l'arrogance des savants qui l'ont forcé à s'incliner sur la question des poids et mesures. Automne 1793. En 1 an et demi, Delambre et Bellet, son assistant, ont effectué la moitié du tronçon, soit 430 km. De Dunkerque à la Loire. Delambre reçoit alors une lettre de Paris. Prieur de la Côte d'Or l'informe qu'il est exclu de la commission des poids et mesures, tout comme Lavoisier, Borda et Laplace, car leurs fonctions ne peuvent être déléguées qu'à des hommes dignes de confiance par leur vertu républicaine et pour leur haine des rois. Delambre est forcé d'arrêter ses travaux. Delambre était furieux. Il soupçonnait Prieur de la Côte d'Or d'annuler sa mission pour des motifs personnels. Prieur voulait sans doute s'octroyer tout le mérite du nouveau système métrique. Il ne voulait surtout pas le partager avec les savants. Prieur de la Côte d'Or décide d'introduire le nouveau système des poids et mesures dans l'année. Il charge Lenoir de fabriquer un mètre étalon provisoire en cuivre. En Espagne, Méchain est sans nouvelles de Paris depuis 9 mois. Au moment où il mesure les derniers triangles des Pyrénées dans la vallée du Tech, l'armée française y pénètre et franchit les lignes espagnoles.
Méchain et Tranchot, son assistant, décident alors de se séparer pour terminer les mesures au plus vite. Une féroce bataille s'engage en effet entre Français et Espagnols. Tranchot pose son repère sur un versant de la vallée et Méchain fait sa visée depuis l'autre. Les balles crépitent au loin. Les Français attaquent une position espagnole au pied de la montagne. Avec son ballon blanc, Tranchot fait une cible facile. Soudain, Tranchot est arrêté par des mercenaires au service de la Révolution. Il tente de s'expliquer, mais un ingénieur qui prend des mesures le long de la frontière paraît forcément suspect. Il est ligoté et livré aux troupes françaises. Ces savants sont tenaces et obstinés. Leur mission leur paraît bien plus importante que le sort des nations. Ne participent-ils pas à l'élaboration d'un système destiné à servir tous les peuples, à toutes les époques? Pour eux, le maître transcende les divisions nationales. Leur maxime est « Les sciences ne sont jamais en guerre ». The sciences are never at war. À Paris, la terreur se poursuit. Pour de nombreux nobles, la prison de la Conciergerie devient l'antichambre de la mort. Le grand chimiste Lavoisier, qui était membre de la commission des poids et mesures, est guillotiné le 8 mai 1794. Prieur de la Côte d'Or est vengé. Quelques mois ont passé. Libéré, Tranchot franchit de nouveau la ligne des combats en sens inverse et rejoint Méchain. Ce dernier, bloqué à Barcelone, a recalculé la latitude de la ville depuis la terrasse de son auberge et a trouvé un écart de 3 secondes d'arc par rapport aux mesures effectuées depuis le fort de Montjuïc. Mais il a déjà envoyé ses résultats à Paris. Désespéré, il décide de garder cette erreur pour lui. Une vérification sur le fort de Montjuïc est de toute manière impossible car les Espagnols lui en interdisent toujours l'accès. D'ailleurs, bientôt, il le somme de quitter le pays. En compagnie de Tranchot, Méchain embarque alors pour Gênes. Mais il se promet de revenir vérifier son calcul. Le fort de Montjuïc, 2 siècles plus tard. À la demande d'un groupe d'astronomes espagnols, des géomètres refont les mesures de Méchain. Leur équipement GPS permet une précision au millimètre. Ils vont déterminer la latitude du fort, puis celle de la terrasse de l'auberge de Méchain.
D'autres scientifiques avant eux ont essayé de comprendre d'où provenait l'écart constaté par Méchain. D'abord, Méchain faisait un usage intensif du cercle de Borda et l'instrument s'est probablement faussé. Ensuite, certaines étoiles visées étaient sans doute trop basses sur l'horizon. La réfraction était importante et les tables de correction manquaient de précision. Malgré cela, Méchain était persuadé que l'erreur venait de lui. Méchain n'est pas retourné à Paris durant les 7 années qu'a duré sa mission. Delambre y est retourné plusieurs fois, mais pas Méchain. Ce n'était pourtant qu'à quelques jours de voyage, mais Méchain ne voulait pas rencontrer ses confrères. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on guillotine les gens pour un rien. Lavoisier lui-même, le grand chimiste, l'un des patrons de Méchain, a été guillotiné. C'est lui qui avait dit à Méchain que sa mission était la plus importante jamais confiée à un savant. Méchain n'a aucune envie de retourner à Paris et de reconnaître qu'il a fait une erreur. La terreur s'achève avec la mort de Robespierre, guillotiné le 28 juillet 1794. Le Directoire, qui prend le pouvoir, signe la paix avec l'Espagne et la Prusse en 1795. La France respire. Prieur de la Côte d'Or a survécu au changement de régime. Le Directoire rétablit l'Académie des sciences et Prieur se prononce pour la poursuite des travaux de triangulation. Avril 1795. Un arrêté autorise la reprise des travaux des 2 astronomes. Delambre se remet aussitôt à la tâche. Méchain, lui, doit d'abord sortir de sa retraite. Après plus d'1 an passé à Gênes, il rentre en France avec Tranchot. Il faut que ses confrères insistent pour qu'il reprenne ses travaux. Mais il finit par se rendre sur le pic de Bugarache, dans l'Aude. Selon les croyances locales, cette montagne est sacrée. Elle va mettre en tout cas les nerfs de Méchain à rude épreuve. Chaque jour, l'équipe marche 3 heures durant pour atteindre le sommet et constater qu'une fois de plus, le mauvais temps rend les repères invisibles quand il ne les a pas détruits. À chaque ascension, Méchain craint que les porteurs ne fassent tomber le fragile cercle de Borda. Lorsqu'à la fin de l'année, il parvient enfin à effectuer ses visées, il est à bout de force. Or, Rodez, le point de jonction avec Delambre, est encore à 250 km. Au cours de l'année suivante, Méchain va sombrer dans une profonde dépression. De son côté, Delambre avance rapidement en direction du Massif central. À la mi-août 1797, il arrive en vue de Rodez. La cathédrale de la ville est le dernier repère de sa triangulation. Il a terminé sa portion du parcours. Il peut rentrer à Paris, où il lui reste à mesurer la base de ses triangles entre Lieusaint et Melun. Mais où est donc passé Méchain ? Il est à Carcassonne. Il n'en a pas bougé depuis des mois. Ses carnets ne révèlent qu'une seule et unique mesure depuis le début de l'année.
Méchain est hanté par l'écart qu'il a constaté à Barcelone. Persuadé d'avoir commis une erreur, il écrit à sa femme qu'il ne méritait pas qu'on lui confie cette mission. Il rêve de retourner à Barcelone pour refaire ses visées. En attendant, au lieu de poursuivre sa triangulation, il refait tous ses calculs. Méchain est au bord du suicide. Il fait une profonde dépression. Il est incapable de voyager. Il reste des jours dans son auberge sans rien faire. Et il s'en prend à son assistant. Tranchot est plus jeune que lui. C'est un ingénieur avec une formation militaire, un homme d'action doublé d'un excellent observateur. Il ne comprend pas que Méchain perde tant de temps. Mais Méchain n'explique à personne, et surtout pas à son assistant, ce qui le préoccupe et l'empêche d'avancer. Tranchot n'en peut plus. Il finit par partir pour Paris, où Delambre mesure la base de Melun. C'est aussi Étienne Lenoir qui a fabriqué les règles bimétalliques qui ont servi à mesurer la longueur de la base des triangles. Depuis 2 siècles, ces règles sont conservées à l'Observatoire de Paris. Donc ils sont bimétalliques. Voilà, ce sont des règles bimétalliques. Au-dessus, le cuivre et en dessous, le platine. La platine. Donc il y a des parties, il y a un petit toit qui protège en fait des intempéries, bien sûr que le cuivre. Ouais. Le tout étant protégé par un petit toit de bois, donc qui permettait d'abriter la... Donc on voit la partie graduée. Oui. Et les micromètres permettent... Ah bon, et de repérer avec une grande précision. Je vois. Et en fait, je crois que cette partie-là... Les astronomes connaissent les mesures de tous les angles des triangles. Il leur suffit maintenant de mesurer la base d'un seul triangle pour en déduire la longueur du méridien. Tranchot rejoint Delambre alors que ce dernier s'apprête à mesurer la longueur de la base de Melun. Cette aide est la bienvenue car le temps presse. Une commission internationale doit bientôt se réunir pour vérifier les résultats de la triangulation. La mesure doit être extrêmement précise pour ne pas fausser le résultat final. Le premier jour, Delambre fait à peine 150 mètres. Il lui faudra plus d'1 mois pour mesurer les quelques 6 km de la base Lieusaint-Melun. Septembre 1799. La commission internationale qui doit vérifier les travaux de Méchain et Delambre et fixer la nouvelle unité de mesure se réunit à Paris. 11 pays ont dépêché des savants. Delambre a remis ses carnets à la commission, mais pas Méchain. La commission attend ses calculs depuis plusieurs semaines déjà. Certains membres commencent à perdre patience. D'autant que Méchain ne donne aucun signe de vie. Exaspéré, le savant danois décide de rentrer chez lui. La caution des savants étrangers est pourtant essentielle si l'on veut que le maître s'impose au monde entier.
prieur de la Côte d'Or n'avait-il pas dit que toute cette expédition était inutile? Delambre doit absolument retrouver Méchain et le ramener à Paris, ou bien ces 7 années de travail risquent d'être anéanties. La dernière lettre de Méchain à sa femme laisse présager le pire. Madame Méchain décide donc de partir pour le sud à la recherche de son mari. Seuls Delambre et Borda sont au courant de ce voyage. Personne ne doit savoir que Méchain est au plus mal. Madame Méchain trouve son mari en piteux état. Elle ne l'a pas vu depuis des années et le reconnaît à peine. Les jours suivants, elle tente de lui faire reprendre ses esprits et lui offre de l'aider dans ses travaux. En désespoir de cause, elle écrit à Delambre qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir. Son mari a accepté de terminer ses mesures, mais refuse de donner ses carnets. Elle supplie Delambre de le rejoindre. Dans les semaines qui suivent, Méchain reprend ses travaux. Il pose de nouveaux repères et mesure son dernier triangle à Rodez. 7 années se sont écoulées depuis le début de sa mission. Mais il faudra toute la force de persuasion de Delambre pour qu'il accepte de rentrer à Paris et de remettre ses carnets. Voici les 2 carnets de l'expédition. Ils racontent beaucoup de choses. Et ils sont très différents l'un de l'autre. Le carnet de Delambre est écrit à l'encre. Chaque page est numérotée et porte la signature de Delambre et celle de Bellet, son assistant. Toutes les pages sont remplies de haut en bas et Delambre n'en a sauté aucune. C'est le carnet d'un scientifique moderne. Le carnet de Méchain est très différent. Il n'est pas relié. Ce sont juste des bouts de papier collés. Il est écrit au crayon, ce qui permet évidemment d'effacer ou de corriger des chiffres. Le plus souvent, Méchain a été scrupuleux, mais il a aussi supprimé certaines données. C'est facile quand on écrit sur des bouts de papier qu'on ne montre à personne. Après un report de plusieurs mois, la commission peut enfin entreprendre son travail de vérification. Delambre fait un compte-rendu complet de ces 7 années. Il parle des problèmes de calcul et des obstacles politiques. La commission va enfin pouvoir valider les travaux des 2 astronomes et fixer la longueur exacte du mètre, définie comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Méchain lui remet ses carnets. La commission va refaire le moindre calcul. Méchain tremble qu'elle ne découvre son erreur. Mais ces mesures sont finalement validées. La commission salue la qualité exceptionnelle de la triangulation et fixe la longueur définitive du mètre.
Les archives nationales à Paris recèlent de nombreux trésors. Entre autres, le mètre étalon en platine fabriqué par Étienne Lenoir, qui est conservé dans ce coffre-fort. Les mesures de l'arc du méridien par Delambre et Méchain conduisent à fixer pour le mètre définitif une longueur inférieure de 0,2 mm à celle du mètre étalon provisoire. Dans les mois qui suivent, on fabrique 25 000 mètres étalons en fer qu'on distribue dans toute la France. Mais les citoyens rechignent à changer leurs habitudes. On crée alors sur les marchés des bureaux de poids public pour faire respecter la loi. Le système métrique, dans lequel toutes les unités de mesure sont basées sur le mètre, ne deviendra obligatoire qu'à partir de 1840. Méchain et Delambre ont donné 7 années de leur vie pour définir l'unité universelle qui servira à mesurer le monde. Ils seront tous les deux nommés directeurs délégués du Bureau des longitudes à l'Observatoire de Paris. Mais en déterminant avec une telle précision la longueur du méridien terrestre, ils ont aussi fait une découverte scientifique majeure. Ils partent mesurer la circonférence exacte de la planète sous la Révolution française et arrêter la longueur définitive du mètre. Mais ce faisant, ils découvrent que la courbure de la Terre n'est pas régulière. La courbure est différente à Paris, elle est différente à Milan, elle est différente à Boston. Autrement dit, la Terre n'est pas une sphère parfaite sur laquelle on pourrait baser une mesure universelle. À l'Institut physique de Braunschweig, en Allemagne, on continue de chercher la meilleure constante sur laquelle baser la définition du mètre. Une horloge atomique est utilisée pour mesurer le temps avec précision. En effet, depuis 1983, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une infime fraction de seconde. Cette mesure est identique en tout lieu et à toute époque. La longueur du mètre est restée la même. Seule sa définition a été modifiée. Depuis 2009, 2 satellites allemands orbitent autour de la Terre et la photographient avec un degré de précision encore jamais atteint. Il ne leur faut pas plus de 5 minutes pour effectuer les mesures qui ont coûté 7 années de vie à Méchain et Delambre. Ces données permettent de surveiller les modifications de l'environnement, qu'il s'agisse de la déforestation, de la fonte des glaciers ou de l'activité sismique. Mais la principale tâche de ces satellites est de cartographier la planète au mètre près. En quelques jours, ils peuvent dresser la carte détaillée d'une région.
En cas d'inondation, par exemple, ces cartes permettent de prévoir le mouvement des masses d'eau, d'établir des plans d'évacuation et de mieux coordonner l'action des secours. Il aura fallu plus de 2 siècles pour que le système métrique conçu sous la Révolution française s'impose au monde entier. Seuls 3 pays ne l'ont pas adopté à ce jour: le Libéria, la Birmanie et les États-Unis. Rockefeller était le maître absolu du pétrole jusqu'au jour où une invention lui fit pratiquement rendre gorge, celle du pipeline, coup d'envoi d'une des plus grandes aventures du 19e siècle, dans un instant.